chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre 10e leçon du module mathématiques 1. Cette 10e leçon est appelée fonction numérique généralité. Alors, je dois quand même vous faire une petite remarque. Cette leçon est une leçon où il y a des notions de base. Il y a beaucoup de notions de base et donc ce sont des choses qu'on doit connaître, je dirais presque par cœur, pour mieux confronter d'autres situations futures. Donc, je répète, ici c'est fonction numérique généralité. Alors, cette leçon on va étudier dans cette leçon les fonctions numériques, quelques généralités des fonctions numériques, les définitions, ainsi de suite et ainsi de suite. Opération sur l'ensemble des fonctions sur IR, parce que vous vous rappelez que, comme toujours, on fait à partir des opérations de somme et de produit sur les nombres réels, on crée des opérations somme et produit sur l'ensemble des fonctions. Même chose, on essaie de voir un petit peu la relation entre les fonctions, ces êtres qu'on définit maintenant, et la relation d'ordre habituelle sur R pour obtenir des fonctions majorées, minorées et bien sûr bornées. On donnera des définitions. On donnera aussi la définition de ce que sont les extrémums d'une fonction. Qu'est-ce que c'est que des applications monotones? Qu'est-ce que sont les applications paires et impaires? Qu'est-ce que c'est que les applications périodiques? Enfin, donner qu'est-ce que c'est que les axes et les centres de symétrie pour une fonction donnée. Premièrement, donc, on commence par les fonctions numériques, les généralités sur les fonctions numériques, opération sur l'ensemble phi IR, que l'on va définir bientôt. Alors, vous voyez ici l'ensemble phi IR, qu'on note autrement RI. Alors pourquoi on fait quelques différences de notation? Parce que dans différents livres, dans différents documents, on peut soit trouver phi R ou R avec ici une sorte d'exposant. Donc c'est juste une notation. Donc il ne faut pas trop s'y faire. F, R avec un exposant I. L'ensemble des applications, ou encore on peut dire aussi fonction. Donc j'alterne parfois le mot application ou parfois le mot fonction. C'est la même chose. Qui vont de I dans R. On rappelle quelque chose qui est très important. On rappelle que si F et G sont toutes les deux des fonctions de I dans R, dire que la fonction F est égale à la fonction G, si seulement si, pour tout X dans I, F de X et G de X coïncident. Donc, vous voyez, à partir, ici c'est une égalité entre nombres réels, ici c'est une égalité entre fonctions. Qu'est-ce que cela signifie qu'une fonction f est égale à une fonction g? Ça, c'est le quantificateur est très important. Si et seulement si, donc, pour tout x dans i, f et g coïncident sur x. Donc, à partir, comme je le répète, à partir de l'égalité des nombres réels, on crée l'égalité des fonctions. Alors, on prend maintenant deux fonctions f et g, qui sont deux éléments, bien sûr, de phi IR. De la même manière que l'on a fait précédemment, dans les leçons précédentes, on définit une sorte de somme de fonctions, une sorte de produit de fonctions. Alors, comment définit-on la somme? Comment définit-on le produit? Alors, vous voyez, c'est toujours le quantificateur. Quand on travaille avec les fonctions, quand on veut faire l'égalité, quand on veut faire la somme, quand on veut faire le produit, il faut faire très attention. C'est valable pour tout x. Si c'est vrai pour un seul x, ce n'est pas vrai. Donc, pour tout élément dans i, la somme f plus g au point x, c'est la somme des f au point x et g au point x. Donc, la fonction somme en x, c'est la somme des fonctions en x. Très, très important. De même, si vous voulez, ici, de la même manière, pour tout x dans i, la fonction produit en x, c'est le produit des fonctions en x. Donc, très important, on définit une opération somme sur les fonctions, une opération produit sur les fonctions, comme on a défini précédemment une relation d'égalité sur les fonctions.
Alors, bien sûr, on a l'ensemble des fonctions va être muni de opérations plus des opérations de multiplication. Rappelez-vous la leçon qu'on avait fait sur l'ensemble des nombres réels, on avait ce qu'on avait appelé la structure de groupe ou la structure d'anneau. La structure d'anneau, vous voyez, c'est relative à une loi additive, à une loi multiplicative. Ce qui est très important, maintenant qu'il est le neutre additif. Donc ça doit être une fonction. Quelle est cette fonction? C'est la fonction qui à x associe 0. Donc ce n'est pas le nombre 0, c'est la fonction, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Donc la fonction nulle va être le neutre additif. Quand je prendrai une fonction auquel j'ajouterai la fonction nulle, ça restera toujours la même fonction. L'opposé pour la loi plus d'une fonction f va être noté moins f. Comment définit-on moins f? Toujours le quantificateur, quel que soit x dans i, moins f en x, c'est moins f de x. Donc ça, c'est un moins pour les nombres réels, ça, c'est un moins pour les fonctions. Alors, on évite un petit peu de faire trop de notation, puisqu'ils se ressemblent, mais on sait maintenant que le moins f, ici le moins f, c'est valable pour tout x dans i. Donc, on a un neutre additif qui est la fonction nulle. On a l'opposé pour la loi plus qui est défini de cette manière-là. Ensuite, le neutre multiplicatif, parce qu'il faudrait quand même en parler, c'est aussi une fonction constante, mais au lieu de travailler avec le 0, ici c'est 1. Donc ce n'est pas un nombre, c'est une fonction constante qui, quel que soit x dans i, je lui associe la constante 1. Dans ce cas-là, vous voyez, si vous faites f fois la constante 1, ben ça donnera toujours f. C'est pour ça que l'on appelle cette fonction-là le neutre multiplicatif. Et bien sûr, qui dit neutre multiplicatif, dit aussi inversibilité par rapport à la loi de multiplication que nous avons créée sur l'ensemble des fonctions. Alors, une application f est inversible pour le produit de fonction. Attention, ici, c'est le produit de fonction. Si et seulement si, elle ne prend pas la valeur 0. C'est-à-dire, j'ai envie de faire 1 sur f de x. Il faudrait donc que 0 ne soit pas une valeur quelconque, si vous voulez, de f de x. Donc, on va dire, une application f est inversible pour le produit si et seulement si elle ne prend pas la valeur 0. Dans ce cas-là, on définit l'inverse, 1 sur f en x, c'est 1 sur f de x, et je n'oublie jamais le quantificateur. Les différentes définitions pour les fonctions sont valables pour tout x. Si c'est valable pour un seul x, ce n'est pas bon. Maintenant, on va passer maintenant à la notion de relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions. Alors pourquoi on a besoin de relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions? Puisqu'on a envie de comparer les fonctions. On verra prochainement que la plupart de notre travail, ça va être des comparaisons de fonctions. Donc, comparer f avec g de telle ou de telle manière. Donc, c'est pour ça que dans cette leçon, on va asseoir les bases de cette relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions. Alors, je définis, donc, vous remarquez ici que f de x est un nombre réel, que g de x ici est un nombre réel. Le inférieur ou égal ici, c'est le inférieur ou égal correspondant à la relation d'ordre sur R. À partir de cette relation d'ordre sur R, je définis une relation d'ordre, si vous voulez, sur l'ensemble des fonctions. Qu'est-ce que cela signifie f inférieur ou égal à g? Si et seulement si, toujours le quantificateur, f de x est inférieur ou égal à g de x. Alors, on définit ainsi une relation d'ordre partiel. Alors, on peut facilement en parler. F de x est toujours inférieur à lui-même. Donc, f est inférieur ou égal à elle-même. Si pour tout x, f est inférieur à g de x, et si g de x est inférieur à f de x, cela signifie donc que, quel que soit x, f de x va être égal à g de x. Donc, f inférieur à g et g
inférieur à f, ça équivaut f égale à g. C'est de l'antisymétrie. Alors maintenant, de la même manière, alors toujours avec les quantificateurs, quel que soit x dans i, f est inférieur ou égal à g, g inférieur ou égal à h, alors f de x est inférieur ou égal à h de x. Donc f inférieur à g, g inférieur à h, entraîne que f est inférieur à h, donc c'est une relation transitive. Alors, ordre partiel, il suffit de voir un petit peu, je prends la fonction, par exemple, je travaillerai sur 0, 1, d'accord? Alors, je noterai f de x égale 0 sur 0, 1 demi, 1 sur 1 demi, 1, g de x égale à 1 sur 0, 1 demi. En fait, je ne fais que inverser un peu sur 1 demi, 1. Alors, que se passe-t-il sur 0, 1? Alors, sur la partie 0, 1 demi, f, vous voyez, f est inférieur à g. Sur la partie 1 demi, 1, g est inférieur à f. Donc, sur 0, 1, je ne peux pas conclure que f est inférieur à g ou g est inférieur à f. Donc, cela signifie donc que ces fonctions-là ne sont pas comparables sur 0, 1. Bien sûr, si je considère sur 0, 1 demi, je peux le faire. Sur 1 demi, 1, je peux le faire, mais sur 0, 1, je ne peux pas le faire. Donc, cela montre tout simplement que cette relation d'ordre n'est pas une relation d'ordre total, elle est uniquement une relation d'ordre partiel. Donc, bien sûr, à partir de inférieur ou égal, on va créer ou on va noter supérieur ou égal dans l'autre sens. F supérieur à G, ça sera bien à G inférieur à F. Donc, c'est juste des notations. Alors, je prends maintenant deux fonctions qui vont d'un intervalle I vers R. On définit ce qu'on appelle l'application inf de f et g et l'application sup de f et g. De la manière suivante, toujours quantificateur, quel que soit x dans I, inf f et g de x, c'est le minimum entre f de x et g de x. Vous voyez ici, je parle de minimum parce qu'il n'y a que deux éléments. Je parle aussi de maximum parce qu'il n'y a que deux éléments. Qu'est-ce que c'est que l'inf de fg de x? Ça signifie que je prendrai toujours les plus petites valeurs de x. Alors, si je prends l'exemple ici, sur 0, 1 demi, c'est quoi l'inf? C'est 0. Sur 1 demi 1, c'est quoi l'inf? C'est 0. Donc, on fait ici inf de fg de x est toujours nul, quel que soit x appartenant à 0, 1. Et de même, sup ou max, pardon, donc ici, inf sup de fg de x égale à 1, quel que soit x appartenant à 0, 1. Je prends toutes les valeurs minimales, je prends toutes les valeurs maximales, et en fait, je prends ceci. Alors, cela se ramène, si je fais une sorte de graphe, cela se ramène à dire, supposons que j'ai, ça c'est la fonction f, ça c'est la fonction g, alors, ça c'est f, ça c'est g, je prendrai pour le max, ça va être ceci, tout ce qui est supérieur, vous voyez, uniquement entre les deux, et bien sûr, pour les mines, je prendrai ceci. Donc c'est la deuxième partie, vous voyez. Pourquoi? Tout simplement, sur cette partie-là, ça c'est les maximums, ça c'est les minimums. Sur cette partie-là, ça c'est les maximums, ça c'est les minimums. Sur cette partie-là, c'est le maximum minimum. Donc, cette partie, si vous voulez, en bleu, c'est max. Cette partie en vert, ça va être le mi. Donc, je prends maintenant un élément, c'est-à-dire une fonction qui va de I dans R. De la même manière qu'on a défini le max et le min de f et g, on va définir ce qu'on appelle la valeur absolue de f, la partie positive de f, la partie négative de f, de la manière suivante. Quel que soit x dans I, valeur absolue de f en x, c'est valeur absolue de f de x. Donc, si vous voulez, je prends que les parties, tout ce qui est négatif devient
positif. De la même manière, je prends f plus x, c'est le max de f de x et de 0. Je prends uniquement la partie positive, j'oublie la partie négative. Ici, la partie négative est inversée. Ici, f moins x, j'ai pris la partie négative, j'ai annulé la partie positive, la partie négative que j'ai rabattue sur la partie positive. Donc, vous voyez, alors on s'en sert de temps en temps, c'est utile parfois pour construire des valeurs approchées de fonctions, pour voir parfois la continuité, etc., etc. Donc, on définit de la même manière des valeurs absolues de f, des parties positives de f, des parties... Alors, attention, vous voyez ici, on obtient donc de nouvelles fonctions, valeurs absolues, f plus, f moins. Alors, maintenant, on passe à la définition de ce que c'est que les fonctions majorées, de fonctions minorées et de fonctions bornées. F étant une fonction qui va de i dans R, dire que f est majoré, donc ça revient à dire qu'il existe un réel bêta, vous voyez, tel que les quantificateurs, quel que soit x dans i, n'oubliez jamais les quantificateurs, c'est qu'on conseille, quand on travaille avec les fonctions, n'oubliez jamais les quantificateurs. Quel que soit x dans i, f de x est majoré par bêta. Cela revient en fait à dire que l'ensemble de f de x, qui est l'image de f par i, et là maintenant on revient aux notations des applications, les images de parties de R, l'ensemble des f de x est une partie majorée de R. Alors dans ce cas-là, on notera sup sur i de f, ou sup pour x appartient à i de f de x, la borne supérieure de l'ensemble image. Pourquoi on parle de borne supérieure? Tout simplement ici, on a une partie non vide majorée de R. On sait que l'axiome de la borne supérieure nous dit que toute partie non vide majorée de R admet une borne supérieure. Alors, dans ce cas-là, cette borne supérieure s'appelle sup sur i de f ou encore sur x appartient à i de f de x, la borne supérieure. On dit que cette quantité est la borne supérieure de la fonction f sur l'intervalle i. Alors, ce qu'on a fait avec les fonctions majorées, on va faire de même, donc de la même manière avec des fonctions minorées. Qu'est-ce que ça signifie qu'une fonction est minorée? Bon, au lieu d'avoir inférieur ou égal ici, nous allons avoir le supérieur ou égal à alpha, avec alpha étant un réel qui existe. Cela revient à dire maintenant que l'ensemble de f de x avec x dans i est une partie minorée de R. Moralité, j'ai une partie non vide minorée de R. L'axiome de la borne inférieure me dit donc que cette partie va admettre un inf, une borne inférieure. Alors cette borne inférieure sera notée inf sur i, ou inf pour x appartenant à i de f de x, la borne inférieure de l'ensemble d'image. Cette quantité s'appellera borne inférieure de f sur un intervalle. Donc vous voyez en fin de compte, en ayant défini la borne inférieure sur un ensemble, on en déduit la borne inférieure sur une fonction de la même manière et aussi pour la borne supérieure. Alors, on dira de même que f est borné si seulement si il existe bien sûr deux valeurs, c'est-à-dire ici c'est un minorant et un majorant, quel que soit x dans i. Attention, si c'est vrai pour une valeur, c'est faux. Il faudrait pour dire que f est borné, il faudrait que ce soit valable quel que soit i, x dans i. F de x est comprise entre alpha et bêta. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, f va admettre une borne supérieure et en même temps une borne inférieure, puisqu'il est majoré et en même temps minoré. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe quand, au lieu de travailler sur l'intervalle i, on va travailler sur un sous-intervalle j contenu dans i. Donc, je prends un sous-intervalle j de i, on dira que f est majoré sur j, bien sûr, si la restriction de f à j est majorée, bien sûr, de la même manière minorée, bien sûr, de la même manière bornée. Donc, si vous voulez, on a en fait les mêmes définitions, mais ce qui est le plus important, c'est maintenant, c'est le comportement des infs, des bornes inférieures et des bornes supérieures, ou des sup de f, des infs de f sur i et sur j. Très important, on a ces inégalités. Alors ça, il faudrait, je dirais presque, il faut l'apprendre par cœur. Quel est l'ensemble le plus grand? C'est i.
qui est l'ensemble le plus petit, c'est J. Donc, l'inf sur le plus grand ensemble est plus petit que l'inf sur le sous-ensemble. Plus le sous-ensemble est petit, plus l'inf est grand. Donc, vous voyez, ça inverse. L'opération d'inf, ça inverse. Donc, vous voyez, I contient J, c'est l'inf sur J qui est plus grand. Alors que, pour le sup, c'est I est l'ensemble le plus grand, le sup sur I va être plus grand. Donc, la notion de sup garde stable cette relation, si vous voulez, pour l'inclusion, hein, cette inégalité pour les inclusions. L'opération F inverse. Le sup sur le grand ensemble est supérieur au sup sur le petit ensemble. Et maintenant, on va passer à la notion d'extrémum. Alors, une application toujours, c'est une application F qui va de I dans R. Je prends un A, un petit a, un élément de I. On dira que F présente un maximum absolu en petit a. Toujours le quantificateur. J'insiste un petit peu sur le quantificateur parce que vous vous rappelez qu'en logique, c'est quelque chose de très très important. Quel que soit x appartenant à I, f de x est inférieur à f de a. Ça signifie que la valeur f de a est la plus grande de toutes les valeurs de f de x. Donc on appelle ça un maximum global. Alors le mot global, il vient de quoi? C'est-à-dire globalement sur I. F présente un minimum absolu ou global si maintenant c'est le contraire. F de x est supérieur ou égal à f de a. Dans l'un ou dans l'autre cas, on dira que f présente un extrémum. Alors, quand on dit extrémum, ça peut être un maximum ou ça peut être un minimum. Alors, on verra après sur un dessin la signification un petit peu de ceci. Maintenant, on dira que f admet en petit a un maximum local. Vous voyez si il existe un voisinage, donc il existe epsilon, sur un petit voisinage, la fonction est effectivement, a effectivement en petit a un maximum. Donc un maximum sur quel intervalle? C'est uniquement sur 1 moins epsilon, a plus epsilon. Ce n'est pas vrai pour tout x dans I. C'est uniquement vrai dans cet ensemble-là. Alors, de la même manière, on peut dire aussi minimum local. Alors ici, on ne fait qu'inverser, ici supérieur égal. Je vais faire un petit dessin. On va donner le graphe d'une certaine fonction. Donc, je prends ici, hein? Donc, je vais prendre alors, je fais trop de maximum minimum. Quel est le maximum global? Ça va être celui-là. Vous voyez? C'est le plus grand de tout. Quel est le minimum global? Donc, ça va être celui-là. Donc, parce que c'est la plus petite des valeurs qu'on a prises, c'est la plus grande des valeurs. Mais, j'ai quand même dans ce cas-là, pas mal de maximums locaux et de minimums locaux. Ceci est un maximum local parce que sur cet intervalle-là, vous voyez, il est maximal. Même chose ici, c'est un maximum local, c'est un maximum local, c'est un maximum local, c'est un maximum local, c'est un minimum local, c'est un minimum local, idem, même chose, même chose. Donc, j'ai ici un maximum global, un minimum global, mais j'ai beaucoup de maximums locaux ou de minimums locaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a unicité de maximum global. Dans cette situation-là, on va voir, par exemple, où c'est la même chose. Vous voyez ici, en ce point et en ce point, j'ai un maximum global, mais ce n'est pas unique. Donc attention, cette notion de maximum local au global, il n'y a pas vraiment unicité. Donc ici, on passe maintenant aux applications monotones. Alors toujours, on dira que f est croissante si elle garde stable cette inégalité. X inférieur ou égal implique f de x inférieur ou égal à f de y.
décroissante si c'est le cas inverse. Bon, ça, vous le savez déjà, hein, donc on a déjà vu un peu ça. Alors maintenant, strictement croissante, si au lieu d'avoir inférieur ou égal, on a strictement inférieur. Si au lieu d'avoir supérieur ou égal, on a strictement supérieur, donc ça ne pose aucun problème. Dire f est monotone si elle est croissante ou décroissante. Dire que f est strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, si vous voulez, c'est des définitions qui ne posent, je ne crois, pas de problème. Mais là, ce sont des propositions qui sont très très intéressantes. C'est comment se comporte cette relation, ou là, cet état de monotonie avec les sommes, et on verra aussi avec les produits. Alors, je prends deux fonctions, ou deux applications qui vont de i dans R. Si f et g ont la même monotonie, f plus g est monotone et a la même monotonie. C'est-à-dire, f et g croissante, f plus g croissante. F et g décroissantes toutes les deux, f plus g est décroissante. Alors, maintenant, si l'une est strictement monotone, j'obtiens la stricte monotonie de la somme. Donc, vous voyez, par exemple, si f est monotone, et g, si f est croissante, et g strictement croissante. Alors, f plus g va être strictement croissante. Donc, ça renforce. Si elles ont la même monotonie, si en plus l'une d'elles est strictement monotone, alors on aura la stricte monotonie. Donc, vous voyez, ça c'est le rapport de la notion de somme avec la monotonie. Ici, on va voir le rapport du produit avec la monotonie. Donc, vous avez deux applications. Là, vous remarquez que, ayant affaire à des inférieurs ou égales, ou des supérieurs ou égales, surtout pour le produit, il faut faire quand même attention aux signes. Rappelez-vous qu'il y a des précautions à prendre quand on manipule les inégalités et le produit. Donc ici, si f et g sont positives et toutes les deux croissantes, le produit, la fonction produit est positive et croissante. Donc je suis en train de donner les appuis. On peut facilement démontrer ça. D'ailleurs, vous pouvez prendre comme exercice. Si f et g sont positives mais décroissantes, f et g est positive décroissante. Si f et g sont toutes les deux négatives et croissantes, fg est positive décroissante. Si f et g sont négatives et décroissantes, fg est positive et croissante. Donc, méfiez-vous, selon les signes, donc vous pouvez reprendre un petit peu, selon les signes, selon la monotonie hein, de f et g, on a un comportement différent dans chaque cas. Si maintenant f est positive, croissante, g négative, décroissante, le produit, la fonction produit fg est négative, décroissante. Si f est positive, décroissante, et g négative, croissante, le produit fg est une fonction négative, croissante. Donc ça, si vous voulez, ça ne pose aucun problème pour le voir. Maintenant, l'inverse d'application monotone. Si f est une application monotone de i dans R, on suppose que f ne s'annule pas sur i. Alors, si je dis f ne s'annule pas sur i, c'est pour que je puisse définir 1 sur f. 1 sur f est donc monotone et a une monotonie contraire. C'est-à-dire, si f est croissante, 1 sur f est décroissante. Si f est décroissante, 1 sur f est croissante. Bien sûr, quand je peux définir 1 sur f, c'est-à-dire quand f ne prend jamais la valeur 0. Alors, composition maintenant, je prends i et j, deux intervalles de R, d'intérieur non vide. Je prends une fonction f qui va de i dans R, telle que f de i est inclus dans g, pour que je puisse prendre g qui va aller de l'intervalle j dans R. L'application g rond f est donc bel et bien définie sur i. Hein? Et si f et g ont la même monotonie, la composition est croissante. Donc là, je dis la même monotonie, toutes les deux croissantes, toutes les deux décroissantes. Si f et g sont de monotonie contraire, alors g rond f est décroissant. Les deux propriétés précédentes restent vraies au lieu de remplacer monotonie par monotonie stricte. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples à voir. Alors passons maintenant à d'autres types de fonctions ou d'applications que l'on appelle les applications paires ou impaires. Alors, définition, on dira, je prends un domaine D, un intervalle qui est symétrique, pour que je puisse parler de f de moins x, tout simplement. Donc cette hypothèse-là, elle est uniquement valable pour que je puisse parler. Bon, ça n'a aucun sens de dire sur 0,1 et parler de f de moins x.
puisqu'il n'y a pas moins 1, 0. Alors on dira que f est pair, ça vous le savez déjà, c'est f de moins x égale à f de x. F est impair, c'est f de moins x égale à moins f de x. Alors, partie paire et impaire d'une application. Alors maintenant, dans certains cas, la fonction peut ne pas être paire ni impaire, mais quand même, on peut isoler une partie paire et une partie impaire de la fonction en disant, je peux trouver une fonction p qui est paire, une fonction i qui est impaire. Donc on a adopté la notation pour qu'on puisse facilement s'en rappeler. Alors, comment définit-on la partie impaire? 1 demi de f de x moins f de moins x. Alors, il est très simple de montrer que cette fonction est impaire. La partie paire, c'est 1 demi de f de x plus f de moins x. Il est très simple de montrer que cette partie est paire. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on montre? Toute fonction peut être décomposée en une partie paire, une partie impaire, où on a un petit peu ceci. Opération entre applications paire et impaire. Donc, de la même manière que nous en avons fait tout à l'heure, si f et g sont deux fonctions, alors, si f et g ont la même parité, le produit est pair. Ça signifie, si f et g sont paires ou impaires toutes les deux, le produit est pair. Si elles sont de parité contraire, le produit va être impair. C'est-à-dire, si l'une est paire et l'autre impaire, le produit va être impair. Pardon. L'application 1 sur f, dans le cas où je peux le définir, ça signifie que f ne prend pas de valeur nulle, la parité 1 sur f et f vont avoir la même parité. Si je multiplie par des scalaires alpha, f et bêta, g, et dans le cas où toutes les deux ont la même parité, la fonction alpha f plus bêta g va avoir la même parité. Donc, si vous voulez, ce sont des petites propriétés dont il faut parler. Si f est bijective, très important ceci, et impair, sa bijection réciproque va être impair. Donc, si vous voulez, c'est dans le cas. Attention, ceci est valable uniquement dans le cas impair. Si f est pair, h rond f est pair, quelle que soit l'application h. Je compose une application quelconque avec une application paire, ça me donnera une application qui est paire. Si maintenant f est pair et g est pair ou impair, g rond f va avoir la même parité que g. Donc vous voyez un petit peu ici. Application périodique. Je prends un ensemble D, j'en prends un réel strictement positif. L'application f est dite t périodique si et seulement si, pour tout x dans D, avec x plus t dans t, f de x plus t égale f de x. L'exemple de fonction périodique, vous en connaissez, hein, c'est les fonctions sinus, fonction cosinus, fonction tangente, fonction cotangente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est juste un rappel. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les axes de symétrie. Donc, si vous voulez, cette partie-là est très intéressante pour la construction des graphes de nos fonctions dans le futur. Alors, parité et imparité. Si f, vous voyez, pardon, si f est pair, vous voyez ici, je prends une fonction f qui est une application de la partie D, c'est le domaine de définition dans R. La courbe représentative, on l'appellera grand gamma. C'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse x, pour ordonnée f de x. Et dans un repère affine muni de, si vous voulez, OIJ, donc f, donc si vous voulez, on prend un repère comme ça. Donc si vous voulez, maintenant, puisque on fait une représentation graphique, donc on travaille dans un espace affine, bien sûr, je prendrai, ça c'est donc ça c'est les axes, voir un petit peu quelles sont les incidences de cette notion de parité sur le graphe d'une fonction. Si f est pair, son graphe est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc vous voyez, si f est pair, ça c'est OY, donc j'ai ceci, j'ai ceci. Vous voyez ici, ça signifie tout simplement qu'il y a symétrie. Dans ce cas-là, notre fonction va être une fonction paire. Si la fonction est impaire, j'aurai ceci, va être symétrique par rapport au point O, donc j'aurai ceci, j'aurai ceci.
Ça c'est parité. Ça c'est imparité. Ensuite, les axes de symétrie, je peux donc avoir le domaine D, je peux dire que la droite x égale à A est un axe de symétrie, si seulement si f de 2 moins ax égale à f de x. Ça s'exprime de cette manière-là, tout simplement. Donc, c'est tout simplement, on fait une sorte de, ça c'est l'axe x égale à A, dire axe de symétrie, donc vous voyez, on a tout simplement ceci. Hein. Donc, ça c'est un axe de symétrie autour du graphe de f. Donc, ça peut s'écrire d'une autre manière. Vous voyez, on peut facilement le voir. F de A plus H égale F de A moins H. Ou encore, l'application G de X égale F de A plus X est pair. Ça signifie on translate et on obtient. Vous voyez, si on translate ici, on obtiendra comme si on avait sur l'axe des Y et on obtiendra donc quelque chose de pair. Alors, de même, des centres de symétrie, on aura alors pour les centres de symétrie, donc ça reprendra grosso modo ce qu'on a fait pour les fonctions impaires. Je prendrai une fonction qui va de D dans R, le domaine D étant symétrique par rapport à ce point-là, donc c'est normal puisque on cherche à dire que c'est un centre de symétrie par rapport à un point. Le point oméga de A de abscisse A et B est centre de symétrie du graphe, si et seulement si on vérifie cette écriture. Alors, tout simplement, de la même manière ici, on va obtenir ça. Hein, donc, ça c'est notre axe. Hein, ça c'est mon point A. Donc, c'est comme si j'avais ceci. Donc, on va faire une sorte de translation. Tout à l'heure, on avait fait uniquement une translation des axes OY. Maintenant, on va faire comme si on fait une translation de l'axe des Y, une translation de l'axe des X. Et vous voyez un petit peu ici. Donc, exactement pareil ce qu'on avait fait pour le point O, on le fait aussi pour un point B. Très, très utile pour dessiner, donc, si vous voulez, si seulement si, pour tout H tel que A plus H appartient à D, f de A plus H moins B égale B moins f de A moins H, l'application G définie par G de X égale f de A plus X moins B. Vous voyez, je fais une translation sur l'axe des X, je fais une translation sur l'axe des Y, et on se ramène à, c'est comme si les axes étaient les nouveaux comme ça, donc c'est comme si la fonction était impaire. Donc, pour la périodicité, qu'est-ce qui va se passer? Dire que T est périodique, cela signifie tout simplement qu'on a ceci, le graphe. Alors, vous vous rappelez tous du graphe de la fonction sinus. Donc, vous aurez, par exemple, comme ça. Par exemple, ici, j'ai fait quelque chose de discontinu, mais ce n'est pas trop grave. Ça signifie que le graphe est invariant par une certaine translation. Translation de quel vecteur? Le vecteur qui correspond justement à la période. Vous voyez, j'ai ça, que je translate en ça, que je translate en ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout simplement, on a ceci. Alors, graphe de la bijection, enfin, graphe de la bijection réciproque, c'est très très important. Application réciproque, le graphe, si on a ceci, alors ça c'est l'axe y égale à x, ça c'est le graphe de f, ça va être le graphe de f moins 1. Ça c'est f, ça c'est f moins 1. Donc le graphe de f moins 1 est symétrique par rapport à la direction y égale à x du graphe de f.